Objectifs parce que c'est une chose d'accueillir des travailleurs étrangers, mais encore faut-il qu'ils soient dans les secteurs qui sont pertinents pour nous, puis qu'on priorise ces secteurs-là. Alors vraiment, deuxième chose, il faut que le parcours soit simple, puis Dieu sait qu'il ne l'est pas là, pour les entrepreneurs, puis dans le gouvernement, je pense, historiquement, beaucoup dans le zéro risque. Ouais. Puis bon, mais c'est de l'argent public, je veux pas me retrouver en première page du journal. Tu as pris des risques toute ta vie, si tu gagnes, si tu réussis à vendre puis à faire des millions, là, ben good for you. Puis, mais je pense qu'il est toujours sain de revoir l'écosystème puis de se dire, OK, est-ce que tous mes joueurs répondent encore à un besoin qui est criant aujourd'hui. Bonjour, donc une nouvelle conversation, encore une fois, avec un nouveau parti finalement qui va se disputer l'intérêt des électeurs pour le 5 octobre prochain. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir France-Hélène Duranceau qui était ministre encore actuellement, parce qu'à l'heure de l'enregistrement, on n'est pas encore en élection, donc je vais laisser France-Hélène se présenter. Merci d'être là avec nous. Bien, merci Guillaume. Alors donc présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable de l'efficacité de l'État et aussi ministre de la cybersécurité et du numérique. Wow, c'est un gros défi quand même. Un gros défi. On vous a délégué quand même pas mal de tâches. Une grosse responsabilité. Puis ça tombe bien parce que honnêtement, il y a beaucoup d'enjeux qui touchent l'entrepreneuriat tech, qui quand même dans le secteur, autant oui, cybersécurité, numérique, c'est super, mais également surtout l'accès au marché public. On en reviendra. Comme pour les autres conversations, j'y vais par 4 blocs. Le premier bloc étant justement le bloc le plus crunchy parce que on veut enlever ça de l'équation tout de suite pour commencer. C'est ce qui concerne l'immigration. Pas qu'on tombe dans une conversation de chiffres, c'est juste que un des vecteurs de croissance des entreprises, même les entreprises tech, ça passe par l'immigration, mais également l'attraction de travailleurs, autant ici qu'à l'étranger. Puis ma première question, c'est justement au niveau de votre côté, de votre parti, la CAQ, l'équipe Christine Fréchette. Bien sûr, il y a des choses qui ont été faites dans le passé, puis l'objectif, c'est pas de ressortir le fait que le programme aux entrepreneurs a été revu, le PEC a été in and out. C'est des décisions qui ont été faites. Mais si on se dit, demain matin, moi, je veux voter pour la CAQ parce que votre plan de migration puis l'attraction de travailleurs pour les entreprises est bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez à offrir pour faire en sorte que nos entreprises puissent accéder à un bassin de travailleurs étrangers pour croître ici à l'international? On l'entend beaucoup, même au début, là, quand on a commencé à parler de tarifs, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, là, comme tel, en date de quoi on est le 10 août. Le 10 août, c'est ça. Bon. Ouais. Donc, mais au début, les entrepreneurs ne nous parlaient pas de tarifs, ils nous parlaient de main-d'œuvre, puis de disponibilité de main-d'œuvre, puis de travailleurs étrangers. Alors, on est bien conscient que c'est un enjeu. Oui, le PEC in and out, comme tu dis. Le nouveau programme, c'est un bon programme aussi. Je pense qu'on va y laisser faire ses preuves. Absolument. Il y a eu un timing. Moi, c'est ce que j'ai essayé, en tout cas, d'expliquer à plusieurs amis qui sont entrepreneurs. Une conjoncture où on a fait des modifications à notre programme, mais en même temps, le fédéral a fait des modifications de son côté aussi, en réduisant le pourcentage là, d'employés temporaires qui pouvaient venir de l'extérieur. Alors là, à un moment donné, c'est devenu tout mêlé. Les gens pensaient que c'était le nouveau programme du Québec. Finalement, c'était des restrictions fédérales. Donc là, en ramenant le PEC, je pense premièrement, notre contrat moral est respecté. On calme les choses. Puis on va voir à l'usage que le PSTQ, il y a des bons objectifs parce que c'est une chose d'accueillir des travailleurs étrangers, mais encore faut-il qu'ils soient dans les secteurs qui sont pertinents pour nous, puis qu'on priorise ces secteurs-là. Alors vraiment, le nouveau programme, le PSTQ, c'est ça qui visait. Ceci dit, on va laisser le PEQ se vider, entre guillemets, là, de tous ceux qui avaient appliqué. Absolument. Puis après ça, on va poursuivre. Puis, quand tu es au gouvernement, tu as la chance là, et le malheur à certains moments de voir l'ensemble de l'œuvre. Puis, bien sûr, il y a les besoins au niveau économique, mais un travailleur, il n'arrive pas tout seul. Absolument. Non plus. Hein? Il arrive avec une famille. Il arrive avec une famille. Il arrive avec un nouveau bébé qui va naître. Fait que ça prend des écoles, ça prend des soins de santé, ça prend une maison. Tout ça, c'est produit aussi à un moment où
on a eu un afflux massif, trop de monde en même temps probablement. Puis travailleurs étrangers, demandeurs d'asile, mais les maisons n'ont pas toutes poussé en même temps, tu sais, dans le contexte qu'on avait. Alors, ça a été une tempête parfaite, je pense. Là, je pense qu'on a calmé les choses. On voit que les taux d'inoccupation commencent à réaugmenter au niveau de l'habitation. Bon, le PEQ va faire son œuvre. Donc, tout ça va nous amener vers, je pense, un meilleur équilibre aussi. Puis, mais un élément, c'est intéressant que vous mentionnez. Excusez, allons-y pour tu aujourd'hui. C'est bon. C'est intéressant que tu mentionnes ça, dans le fond, parce que l'immigration, effectivement, ça vient pas uniquement d'une personne qui fait un choix tout seul de venir délibérer. Oui, il y en a qui font ce choix-là seul, mais la plupart viennent avec l'intention, disons, que leur famille suive ou directement avec leur famille. Puis on le voit même au niveau des intentions entrepreneuriales. Les immigrants, on a une plus grosse intention d'entreprendre et même ils exécutent même plus leur intention, alors que les Québécois restent toujours à peu près à 2 de se lancer en affaires. Les immigrants, c'est souvent un hauteur de 5-6 finalement des immigrants qui viennent se lancer en entreprise. Par défaut, des fois, justement, le fait qu'ils ne trouvent pas d'emploi, puis là, ils se disent, on se lance en affaires. Sauf que ça reste que le climat qu'on crée avec justement l'incertitude avec le PEC a pu créer une idée de dire, mais moi, si je lance une entreprise ici, puis que finalement, ma chance d'avoir la citoyenneté s'amenuise par justement des changements de politique, est-ce que je vais vraiment lancer mon entreprise ici? Je vais la lancer à Toronto ou même aux États-Unis? Puis ça, c'est une question qui réside chez beaucoup d'immigrants entrepreneurs. Je ne dis pas que vous n'avez peut-être pas la solution pour ça, mais est-ce qu'il y avait des choses, par exemple, qui peuvent être considérées pour comme rétablir ce climat un peu d'instabilité qui existe envers la marque Québec, mettons? Bien, je pense que la première chose, on le dit, là, les entrepreneurs, les investissements vont suivre quand il y a de la certitude puis de la prévisibilité. Absolument. Alors, on peut-tu se dire les vraies affaires? Là? La première chose, là, c'est de la prévisibilité sur une province du Québec dans un Canada uni, là, pas d'histoire de souveraineté. Moi, si je suis dans un autre pays, est-ce que je m'en viens au Québec? Je sais pas ce qui va arriver. Non, je m'en viens au Canada. Mm-hmm. Hein? Puis là, je vais partir ma business là où je sens que j'ai une stabilité. Fait que ça, moi, je pense que c'est la fondation, une stabilité sur le plan politique. Ensuite, une prévisibilité au niveau fiscal, au niveau réglementaire. Je pense, là, ça, c'est la deuxième chose. Il faut que le parcours soit simple, puis Dieu sait qu'il ne l'est pas, là, pour les entrepreneurs, puis parcours du combattant, puis beaucoup de résilience. Puis moi, j'ai beaucoup de respect là, pour les entrepreneurs parce que tu le mentionnais, juste 2 des Québécois qui osent se lancer en affaires. Puis ils ont une intention de 15 Les gens, ils disent « je veux partir en business », mais ils le font pas. Mais pourquoi? Parce que c'est une prise de risque. Il faut avoir du guts à aller en affaires. Il faut avoir du guts. Premièrement, parce que tu dis « écoute, j'ai rien à perdre, je le fais », ou « j'ai beaucoup à perdre, mais je le fais pareil parce que j'y crois ». Puis après ça, il faut les 12 travaux d'Astérix, là, qu'on les réussisse dans le processus. Donc, il faut aussi encourager une culture de prise de risque au Québec. On célèbre celui qui a réussi une fois qu'il est à l'international, puis là, on est donc fiers d'en parler. Ça, des fois, si on l'apprend qu'il est à l'international, parce que des fois, il y en a qui se réussissent à se rendre à l'international, puis finalement, ça n'arrive jamais comme ça au Québec. Là, mais de célébrer le risque qui est pris. Puis moi, on me dit à Silicon Valley, là, les gars, les filles qui sont là, ils en sont à leur 2e, 3e start-up. Ils se sont plantés dans les 2 précédents. C'est pas grave. Je suis rendue à la 3e, celle-là, ça va bien. Bien, de célébrer ça. Mais on a une approche où t'es un loser ou t'es un gagnant, là, ici. Bien, mais ça m'amène sur le 2e bloc. Puis c'est le 2e bloc, je pense que, puis le 1er bloc, je veux souvent l'évacuer parce que la question de l'immigration, c'est facile de tomber dans une guerre de chiffres. Moi, j'haïs ça pour mourir. Je veux dire, parce qu'honnêtement, comment tu peux le savoir dans une posture qui n'est pas gouvernementale? Est-ce que c'est le nombre exact qu'on a d'immigrants temporaires? Regarde, c'est une question pour les médias qui aiment ça charrier. Entre vous et moi, l'important, c'est est-ce que j'ai mon nombre d'employés? Puis si j'ai besoin de recruter, est-ce que c'est facile d'en amener à l'étranger? Puis honnêtement, la plupart des entreprises tech font affaire à l'étranger de toute manière pour une plupart de leur job. Dans le temps, c'était l'Ukraine. Là, depuis 2021, ils embauchent moins à l'Ukraine. Mais ils embauchent des travailleurs qui sont au Brésil, en Philippines pour travailler pour eux, puis ça leur dérange pas. Ils n'ont pas besoin des fois de les ramener même au Québec. Fait que pour les entrepreneurs tech, la question de l'immigration temporaire a moins de sensibilité que, par exemple, pour les maraîchers. Mais pour ce qui est de se lancer en affaires, ton monde là-dessus, c'est mon 2e bloc, parce que vous avez amené la conversation sur les défis, la culture de risque. Puis honnêtement,
pour l'avoir entendu plusieurs fois par des entrepreneurs, puis moi-même, avoir passé par cette étape-là, c'est un maudit saut dans le vide que de se lancer. Puis même, honnêtement, en date d'aujourd'hui, ça paraît quasiment irrationnel de se lancer en affaires, surtout pour une start-up qui, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, va faire 0 revenu. Puis souvent, en général, le soutien qu'elle obtient, cette entreprise-là, en démarrage, il est moindre. Qu'est-ce qui est proposé par la CAQ actuellement, puis même dans votre plateforme, pas obligé de tomber dans le détail de la plateforme complètement, mais pour soutenir des entrepreneurs qui veulent se lancer, il y a un changement de culture, mais également, est-ce qu'il y a du soutien additionnel qui pourrait être fait pour un entrepreneur qui, pendant les 6 mois, première année, va faire 0 argent, puis qui va prendre littéralement ses économies pour se lancer? Bien, je pense que, on reconnaissait l'importance de ça, là, puis il y a 17 incubateurs qui ont été soutenus par la SQRI 2 notamment, là, dont la plupart sont ici à accès. Pour partir. Oui, il y a le soutien financier, mais je pense qu'il y a le soutien sur rendons ça simple aussi. Démontrons que we're open for business au Québec, là. Ouais. Puis qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Puis, alors, je pense qu'au niveau de la bureaucratie, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup travaillé. Ouais, vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup de projets. Il en reste encore, là, vous allez me dire, écoute, tu n'as pas tout réglé. C'est sûr. Mais votre collègue Christopher Skate en avait beaucoup pour l'allègement alimentaire. Absolument. Tu ajoutes quelque chose, il faut que tu enlèves une réglementation. Puis, le 2 pour 1, il me semble que c'est pas la règle. Là, c'est récent, c'est Samuel Poulain qui, lui, est venu dire, si tu en ajoutes un, tu en enlèves 2. Ouais. Alors, je pense qu'il y a aussi à l'intérieur, puis c'est la CAQ là, qui a mis ça de l'avant, là. Il y a un changement de culture à y avoir à l'intérieur de l'appareil gouvernemental aussi. Absolument. Parce que c'est sécurisant d'avoir 8 formulaires, puis tout le monde remplit son petit papier, puis comme ça, on s'est bien protégé, tout le monde a fourni l'information. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien efficace, puis ça ne veut pas dire qu'il y a de la valeur ajoutée. Alors, c'est de changer aussi la culture à l'intérieur des différents ministères qui sont impliqués pour que, à un moment donné, ce qui est fait, ça ait une réelle valeur ajoutée pour les entreprises, pour les citoyens. Puis on a été, dans le gouvernement, je pense, historiquement, beaucoup dans le zéro risque. Ouais. Puis mais c'est de l'argent public. Je ne veux pas me retrouver en première page du journal. Puis Dieu sait que dans les 4 dernières années, même les 8, il y a eu plusieurs fois où, on a reproché certains investissements, mais on n'a jamais parlé du succès. Non, évidemment, c'est pas une nouvelle. Quand ça va bien, on n'en parle pas. Crois-moi, je peux en témoigner. Il n'y a jamais eu autant de logements qui sortent qu'en ce moment. Alors, je peux... moi, j'habite à Laval, puis c'est la deuxième ville en construction, je pense, en Amérique du Nord. Là, ça sort. Donc, il y a dû avoir des bonnes choses de faites j'imagine. Dans le mandat en habitation. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut encourager à l'interne aussi, au gouvernement, que le risque zéro, ça ne sera pas payant. OK, tu as peut-être protégé tes arrières, là, mais tu n'as amené aucune valeur ajoutée pour le citoyen. Puis moi, c'est ce que je m'évertue, puis mes collègues aussi, c'est ce qu'on s'est évertué à dire puis à faire dans ce genre de projet de loi-là. Samuel Poulain, Christopher Skeet à l'économie. Moi, c'est au niveau du Conseil du Trésor où on a dit, on va regrouper des entités pour réduire la bureaucratie. Donc, il y a vraiment, avec un aval, je te dirais, de la fonction publique, ils ont le goût d'embarquer là-dedans. Ouais. Parce que de leur côté aussi, là, c'est pas intéressant d'aller au bureau compiler des papiers, là. Qui ont pas... Ça reste des humains derrière le fonctionnaire. Oui, alors eux aussi veulent sentir, s'ils travaillent dans la fonction publique, c'est parce qu'ils veulent sentir qu'ils contribuent. Alors, on est-tu capable de passer du temps sur les choses qui sont les plus pertinentes pour tout le monde? Donc, ça fait son chemin, je dirais. La fondation est mise, ça fait son chemin. Puis les entreprises vont finir par le sentir. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, mais il y a des choses très concrètes qui ont été faites. Puis il va avoir un impact. Puis moi, je pense que c'est important de le dire. Je suis contente d'avoir l'occasion de le dire parce que les entrepreneurs qui vivent des choses compliquées, là. Puis moi, j'étais de l'autre côté, dans le milieu des affaires avant. Puis j'en reviens pas à quel point, quand tu oses aller, ou quand tu penses même, c'est pas tant oser que de penser, aller parler à ton député, si tu as un député qui est efficace, là, puis qui est débrouillard, tes problèmes, là, tu vas trouver, il va t'aider à trouver des solutions. Puis à faire débloquer, dans l'administration. Parce que tout dépend toujours sur qui tu tombes, puis de l'agilité, puis de la créativité de la personne à trouver la voie de passage. Alors moi, j'encourage, en tout cas tous les entrepreneurs, je le sais, c'est une autre affaire dans la journée d'un entrepreneur qui est déjà pleinement occupé, mais en tout cas ceux dans mon comté à qui je parle, je leur dis, écoutez,
Si vous pensez que je peux aider, prenez une chance parce qu'on va pouvoir trouver... puis c'est en travaillant ensemble comme ça et non chacun dans notre vase clos à se plaindre que ça va mal, je pense qu'en travaillant ensemble, on va plus faire débloquer les choses. Je pense que c'est une belle invitation. Puis honnêtement, si... En tout cas, j'ose croire que tous les politiciens et politiciennes sont dans cette optique-là de vouloir justement aider les autres, tout le monde. Je pense que c'est ça. Moi, dans la vie, je suis l'engagement. Je suis peut-être naïf, mais je suis un éternel optimiste. Je me dis, l'engagement citoyen, c'est que le politicien qui veut faire ça, il veut le faire pour aider les autres. Fait que si tu as besoin d'aide, tends la main, puis je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va aider. Puis honnêtement, le 3/4 du temps, c'est pas 99% du temps, c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre équipe qui le fait. Puis on le sent là, que les gens veulent aider, puis c'est super. Là, j'arrive avec un mais, par contre. Okay. Mais, le défi, quand même, reste que tu as bien beau créer un environnement compétitif intéressant pour te lancer en affaires, mais pour l'entrepreneuriat tech, c'est facile de délocaliser beaucoup une grosse partie de tes opérations. On le voit. Puis même, il y a un rapport récemment qui avait été sorti par le Leaders Fund, qui a été repris notamment par un leader du NACO, c'est un rassemblement d'anges investisseurs aux États-Unis, au Canada, qui disait que à peu près 70% des Canadiens lancent leur entreprise à l'extérieur du Canada. Puis honnêtement, je suis pas mal sûr qu'au Québec, on a des chiffres peut-être pas autant importants à cause de la barrière linguistique, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs québécois qui démarrent leur entreprise à l'extérieur du Canada. C'est-à-dire qu'ils vont dire, moi, je vais m'incorporer au Delaware pour payer moins de taxes parce que le régime fiscal est plus favorable, ou juste parce que je vais me rapprocher de ma clientèle cible qui risque d'être américaine ou européenne, en cause des tarifs notamment. Fait que se lancer en affaires, ça devient risqué, on vient de le dire, mais également, tu te dis, l'environnement compétitif risque de ne pas être favorable pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener les gens à se dire, moi, je m'incorpore au Québec à la place? Puis là, l'allègement réglementaire, c'est un argument, mais il en faut plus, d'après moi, pour réellement amener les gens à se dire, est-ce que fiscalement, c'est raisonnable de le faire? Puis je sais que Mme Fréchette a déjà diminué l'impôt d'imposition de 1% pour le premier. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut être fait dans votre parti, notamment pour aider ça? Pour aider justement à se dire, j'ai envie de me lancer ma business puis qu'elle soit québécoise dès le début? Il faut... effectivement, la fiscalité, c'est un des éléments de la compétitivité, la compétitivité là, entre les juridictions. Fait que pour les PME, effectivement, on a baissé de 3,2 à 2,2 %. Pour le premier 400 000 ou 500 000. C'est ça, les petites entreprises. Taux qui était à 8 % du temps du PQ. Là. Fait il y a quand même eu puis même le fédéral a fait la même chose baisse importante. Trudeau, là, quand même. Donc, pour avantager ou inciter les petites entreprises à réinvestir. Puis... donc, ça, c'est l'objectif. Évidemment, les aides qui peuvent être apportées, c'est soit volet subvention, soit volet crédit d'impôt. Mais là, à ce moment-là, on vient cibler des industries particulières ou des secteurs particuliers. Je pense que là, nous, l'approche, ça va être beaucoup d'écouter les différentes industries. C'est pas tant au gouvernement à choisir laquelle doit... En tout cas, notre approche... Là, c'est une nouvelle approche, visiblement. Une approche plus... je pense que peut-être des moins gros tickets dans l'approche. Parfait. Donc, évidemment... on en parlait en équipe récemment, là, la filière batterie, n'eût été de ce qui se passe au sud de la frontière, ce serait peut-être. Si on n'avait pas eu Donald Trump, positif, effectivement, ça aurait changé la donne. Il demeure que l'électrification, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler. Okay. Le rythme va juste être plus lent. Alors là, on a eu un peu une tempête parfaite sur cet élément-là, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein d'autres entreprises qu'on peut soutenir différemment. Mais là, je le répète, on a quand même un écosystème financier très solide au Québec avec les banques, les différents fonds d'investissement, les fonds de placement, les caisses de retraite, quand on pense à la caisse de dépôt, quand je pense à Fonds d'action puis à FSTQ qui investissent dans plusieurs projets. Donc, il y a beaucoup d'argent dans le système. Donc, il faut voir où c'est pertinent que le gouvernement joue un rôle. Mettons, une des propositions, puis même c'est une proposition qui est faite par le regroupement des chambres de commerce, notamment, c'est pour se lancer en affaires, est-ce qu'il n'y a pas moyen, finalement, de rendre disponible le REER que tout le monde a, ou la plupart mettent des actifs là-dedans? Parce que, on pense notamment, un des risques, c'est quelqu'un qui est salarié là, depuis 10, 15, 20 ans, va peut-être pas prendre le risque de s'en sortir en affaires simplement parce que justement, il commence à avoir une charge d'enfant. Il y a une maison à payer. C'est moins tentant, alors que si tu es jeune, tu sors de l'université, tu n'as pas ces charges-là, ces impératifs-là. Puis tu peux faire, comme tu l'as mentionné, partir une business, puis failer, puis recommencer parce que tu n'as aucune
contraction. Tes actifs, tu n'as pas de garantie légale sur tes actifs parce que tu n'en as pas d'actifs. Mais utiliser le REER pour justement râper l'argent qu'il y a dedans, mais au lieu de le faire sur une propriété, pour une entreprise. L'argent, il est là, puis il y a des actifs financiers qui peuvent être utilisés comme ça. C'est une proposition, vous n'êtes pas obligé de répondre go, là, mais je pense que c'est une idée qui peut être considérée. Oui, puis là, moi, je suis une formation de fiscaliste. Je ne veux pas répondre. C'est bon. Je ne veux pas répondre. Je me souviens plus si c'est une mesure qui est en vigueur ou pas, mais placement admissible dans un REER, ça peut être un placement dans des actions de petites entreprises. Et dans le temps, c'est le régime d'épargne-action, non? Non, ça, c'est d'autres choses. Ça, c'était une émission publique comme Couche-Tard a bénéficié de ça. Puis il est devenu une société publique, cotée en bourse, grâce au REER à l'époque. Ça a été proposé d'ailleurs comme étant est-ce que ça pourrait revenir comme une façon que les petits investisseurs reviennent? Ça pourrait être une façon d'aller chercher du capital pour les petits investisseurs s'ils ne trouvent pas. Mais il y a tellement de capitaux privés, de fonds prêts à investir dans, peut-être pas au niveau des startups. C'est pour ça que le gouvernement a mis un fonds en place pour les business. Le fonds Impulsion via investissement. C'est Impulsion, oui, je pense que c'est ça. Exactement. Les entreprises vraiment early stage. Si tu es au niveau du REER, c'est parce que tu es rendu plus loin. Là. Ouais, on s'entend. Donc, c'est pas la même chose. C'est que là, ta croissance a besoin de plus de capital, puis tu n'as pas de personne au privé qui va vouloir te soutenir. Mais comme je mentionnais tantôt, on a tellement un écosystème où il y a des capitaux disponibles. Je suis pas sûre. Là, à voir, est-ce qu'on est là aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore là aujourd'hui? REER, donc, si à valider, là, c'est ce que on pourra faire dans un deuxième temps, mais si les actions de petites entreprises sont admissibles comme placement dans le REER, ben, tu viens d'investir dans ta compagnie. Tu sais, tu peux investir. Au lieu de le tirer, tu es capable d'investir là-dedans. Puis là, tu as un placement. Ça, c'est une façon. Intéressant quand même, absolument. Ça peut être une façon de le faire. L'autre chose, les gens voient beaucoup d'avantages à dire le REER. Mais le REER, le suivi de ça, c'est Revenu Canada qui le fait. Okay, fait que si on veut avoir, Québec, là, c'est parce qu'on s'harmonise très souvent. Fait que c'est une discussion qu'il faudrait qu'on ait aussi avec le fédéral. Absolument. Parce que là, on ne veut pas se mettre à suivre deux comptes de REER. Un avec les règles fédérales, puis un avec les règles Québec. Là. Surtout dans une optique, comme vous le dites, Canada uni, stabilité économique à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a une stabilité, oui. Absolument. Prévisibilité et incertitude. L'incertitude, c'est l'ennemi de l'investissement des entreprises. Absolument. Puis, encore une fois, on l'a très bien senti quand, honnêtement, puis moi, je l'ai dit parce que beaucoup d'entrepreneurs ont eu cette perception-là. Puis, j'ai jamais parlé directement à Fitzgibbon, mais je pense que d'après moi, il était dans cette optique-là. On avait l'impression qu'au gouvernement de la CAQ, encore une fois, dans le passé, il y avait la main gauche qui ne parlait pas à la main droite. Tu avais le développement économique, tu avais une volonté de vouloir accroître finalement l'investissement qu'il y avait. Puis, de l'autre côté, on resserrait certaines règles, notamment sur la langue. C'est un dossier chaud que, honnêtement, je vais refermer parce qu'on pourrait en passer pendant près d'une heure, en parler de ça. Mais ça allait créer une espèce de. Ça a jeté littéralement une espèce de sombre sur beaucoup d'investisseurs qui disaient OK, il y a de l'incertitude qui s'en vient parce que là, il va falloir que tu te conformes à telle loi. Puis je connais des gens comme Andrew Lockett, je le name drop comme ça, qui me dit moi, honnêtement, je reçois les plaintes de l'OQLF, puis quand c'est rendu comme que ça coûte très cher, mais là, tout d'un coup, je me conforme. Moi, au début, je vois ça comme une façon de. Juste un ticket modérateur. OK, c'est beau, je vais la prendre la plainte. Parce que ça n'a pas rapport, tu sais, je veux dire, oui, c'est une entreprise québécoise qui s'appelle State 22, par un entrepreneur qui s'appelle Andrew Lockhead, qui est québécois, puis honnêtement, il a de la misère par l'anglais. Mais juste à cause de ça, il se fait talonner par l'OQLF sans bon sens. Je pense qu'il faut être pratique là-dedans aussi. Je pense aussi. Il y a un peu un excès de zèle des fois. Bon, puis c'est drôle, il y a toujours plein. On en entend plein, là, ça remonte jusqu'à nous aussi. J'imagine. Puis je reviens avec la notion de risque zéro. Ah oui, absolument. À un moment donné, il faut que la business parte. Après ça, on peut valider qu'elle est conforme, mais est-ce que c'est son ordinateur qui a un bouton en anglais là, qui va créer un grand enjeu ou c'est plutôt que les gens veuillent adopter la culture puis parler français entre eux? Je pense que c'est ça qu'on doit viser. Absolument. Je pense que l'approche de Christine Fréchette est aussi à cet égard-là peut-être plus... plus ouvert vers ouverte puis créative. Tu sais, ce qu'on veut, c'est que les gens parlent français parce qu'ils aiment ça, la culture québécoise, francophone. Les gens viennent au Québec, là, s'ils viennent d'Amérique du Sud, ils parlent espagnol, ils parlent peut-être anglais, puis ils vont parler français. Ça fait un bassin de population puis de travailleurs qui est drôlement qualifié puis qui est versatile aussi. Alors moi, je pense que c'est ça qu'il faut célébrer plutôt qu'être dans la coercition. C'est notre plus grande richesse qu'on a au Québec, personnellement. L'eau,
l'eau puis les langues, je pense. Honnêtement, puis même être dans la francophonie, c'est un bassin de 300 millions de personnes à qui tu peux parler, que tu es moindrement à l'autre côté de la frontière sud et en Ontario, tu n'as pas accès parce que l'anglophonie va te noyer. Ça va être ça principalement. Tu as la France, les pays du subsahariens en Afrique que tu peux aller chercher avec une langue française. Bref. Bref, je le répète, le zéro risque. À tous les égards, il faut revoir cette culture-là. Probablement qu'à l'OQLF, il y a des gens qui sont dans le zéro risque, puis ça ne sert à personne. Passons justement à la question de marché public. En plus, vous êtes je suis devant la bonne personne pour ça. Parce que une fois qu'une entreprise est lancée, puis ça c'est le bloc 3, souvent je parle de ça, c'est la croissance. Puis un des premiers volets finalement pour la croissance, oui, tu peux avoir toutes les subventions du monde, les crédits d'impôt disponibles, parce qu'on a un beau régime de crédit d'impôt, mais c'est tes clients. Les clients qui vont faire la différence entre ta vie et la mort d'une business. Puis honnêtement, au Québec, on pourrait avoir la chance d'avoir un des premiers clients potentiels pour nos business, c'est le gouvernement, les organismes publics. Mais on s'entend que le régime, puis là, je vous ouvre la porte à parler de votre nouvelle stratégie en plus, ça serait magnifique. Je pense que vous avez cette volonté-là de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus d'innovation qui est dans les organismes publics, mais ça reste que dans les 5 dernières années, puis même dans la dernière stratégie, avec cette bonne volonté-là, on n'a pas senti une grande différence. Okay. Comment ça peut se faire maintenant? Bien, écoute, les chiffres en premier, dans la dernière stratégie, on était à 38 % d'achats québécois. Okay? Ouais. On est parti de 38. L'objectif, c'était de se rendre à 50. 50, puis on s'est rendu à 50. Absolument. Alors là, il y a eu un 12 % d'augmentation. Bon, on ne le sent pas. Peut-être que c'est dans des secteurs bien spécifiques. Oui, parce que tu regardes le SIAN, puis ça peut être, on a acheté finalement du matériel scolaire ou du matériel... On est probablement beaucoup dans le secteur de la santé, là, les domaines, les technologies où finalement, les achats sont massifs, je ne sais pas. Oui, peut-être. Mais... donc là, l'objectif, c'est de passer de 50 à 60. Absolument. Ça, c'est beau, parfait, des beaux chiffres. Donc là, tout le monde, tous les ministères, les organismes vont avoir des cibles qui vont être suivies par le Trésor. Donc, fais ce que tu veux, mais organise-toi pour augmenter. Votre équipe, honnêtement, est très assidue par rapport à ça. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillent au Conseil du Trésor, là, puis ils sont vraiment très assidus pour faire en sorte de passer à 60. J'en ai aucun doute que ça va se faire. C'est une chose de le dire. Là, après ça, on va le suivre. Mais ce que j'ai beaucoup entendu, moi, quand on a fait des tables rondes, là, puis j'ai rencontré des entrepreneurs, puis ils disaient, oui, mais on n'est jamais capable de parler à personne. On veut présenter nos produits. Comment tu veux qu'un acheteur du gouvernement sache que telle entreprise québécoise existe avec tel produit, tel service, si elle n'a jamais entendu parler? Bien sûr, c'est l'entreprise qui va devoir soumissionner, mais ton appel d'offres peut être structuré différemment si tu veux être sûr d'encapsuler le bassin des entreprises québécoises. Alors là, ça, c'est la première des choses. Parlez-vous. Ben oui. Parlez-vous, acheteurs du gouvernement et entrepreneurs. Donc là, il est supposé avoir une vitrine. Premièrement, des rencontres sectorielles là, à chaque trimestre ou au moins 2 fois par année. Donc, secteur des technologies, secteur de la santé, où les représentants, plus ça s'applique peut-être moins aux startups, mais les représentants des différents secteurs vont venir parler avec le Trésor puis l'équipe des marchés publics pour peut-être les plus grands enjeux. Mais il y a une vitrine aussi par laquelle, au vu et au su de tous, les entrepreneurs sont invités à venir, pas dans un contexte d'appel d'offres, sont invités à venir présenter leurs produits. Absolument. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, il ne faut pas hésiter à parler. Bon, aux politiques, c'est une chose, mais là, il y a une porte qui s'ouvre là, au niveau des marchés publics. Donc, de ne pas hésiter, oui, à s'enregistrer au registre des lobbyistes, là, parce qu'on veut aller parler à quelqu'un dans le gouvernement. C'est pas... je veux dire, c'est tout à fait légal, là. C'est ça qu'il faut faire. Puis en fait, c'est hyper simple. Là. C'est hyper simple. C'est juste que ça fait peur aux gens. Ben oui. Puis souvent, c'est que c'est repris dans certains médias comme étant quelque chose... je suis inscrit au lobbyiste, c'est au registre. C'est comme si c'était le vice, là, mais je veux dire, c'est la règle à suivre quand tu veux parler aux politiques, au gouvernement, de t'inscrire au registre des lobbyistes. Ouais. Alors, moi, j'incite tout le monde à le faire parce que sinon, c'est de se priver d'opportunités puis d'informations aussi pour comprendre quelle est la vision du gouvernement? Où ils s'en vont? Nous, on va essayer d'être plus prévisible aussi au niveau du volume de contrats qui s'en viennent dans l'année 1, l'année 2, l'année 3 pour que les entrepreneurs sachent un peu à quoi s'en tenir. Okay. Une autre approche qui va être privilégiée aussi, c'est
de faire des lots, de faire des lots plus petits. Alors, disons que je donne toujours cet exemple-là, je fais un appel d'offres pour des tartes, OK? Pour servir des tartes dans le secteur de la santé. Bien, si je fais un appel d'offres pour l'ensemble des établissements de santé, je sais pas, moi, j'ai besoin de 250 000 tartes. Personne ne peut déposer là-dessus. Ma boulangerie Saint-Donat, là, dans mon comté, elle ne sera pas capable de répondre à l'appel d'offres. C'est quand même des plus grosses. Oui, bon, alors en y allant par lot, par région, on va être capable de cibler des fournisseurs québécois. Donc, ça reste tout à fait acceptable en vertu des accords de commerce, puis de nos règles aussi de contrat public, mais ça permet à des joueurs locaux de se faire valoir. À la limite, tu peux faire un lot, disons, dans l'Anaudière, puis si, mettons, disons, dans le cas de la santé, Santé Québec, l'Anaudière, comprend que ça fonctionne bien comme solution, tu peux ensuite l'appliquer partout au reste. Ah ben on le fait déjà, là, dans le Bas-Saint-Laurent, ça va être déjà fait, même. C'est ça. Donc, mais là, ça s'ancre de plus en plus dans les façons de faire. Puis je pense que la pandémie a provoqué cette prise de conscience-là de « Hey, il faut être capable d'être autosuffisant à l'égard des médicaments, des vaccins, les masques et tout, au niveau alimentaire. » Puis là, ce qui se passe avec nos voisins du Sud, je pense que ça vient remettre de l'emphase sur le fait que, OK, si on est capable de soutenir ici dans notre écosystème québécois puis canadien, soutenons-le parce que ça nous sert bien. Alors, donc, il y a tout ce qui devait être fait au niveau juridique et réglementaire, on l'a fait, notamment pour les contrats en mode collaboratif. Donc, ça, c'est fait. Puis, là, la stratégie des marchés publics, elle, justement, vient ancrer davantage ce changement de culture où il faut penser à acheter québécois et puis aussi s'éloigner de la seule et unique façon de faire avec le plus bas soumissionnaire. Il faut considérer la qualité. Mais ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est sûr. Le gars qui est là ou la fille qui est là depuis, je ne sais pas moi, 15 ans, 20 ans. Elle a l'habitude de tout le temps, mais il faut épargner de l'argent à l'État. Zéro risque encore aussi. Exactement. Tu ne te feras pas taper sur les doigts avec le plus bas soumissionnaire parce que tu as fait ça simplement, on sait comment ça marche, mais tu n'as peut-être pas servi l'intérêt commun optimalement. Alors, encore là, il y a une petite prise de risque qu'il faut travailler. Tu vois, c'est comme une des solutions que j'entends souvent discuter, puis j'ai amené des gens à converser pour sortir ces idées-là. Toutes les propositions que je fais ne viennent pas uniquement de moi. Souvent, ça fait partie de 5 ans et même plus de conversations avec des gens. Une des idées qui a été mise en place, notamment, ou en tout cas proposée, c'est est-ce que, par exemple, quand on offre un contrat à une entreprise étrangère, il n'y aurait pas moyen de faire la même titre que genre les redevances industrielles qui ont fédéral, quand on donne un contrat, disons, pour la construction d'un sous-marin nucléaire, par exemple, peu importe, à une firme étrangère, mais elle doit redonner le même montant à des fournisseurs locaux. Parce que quand on prend, par exemple, le DSN qui a été remis à Epic Systems, je ne questionne pas la décision. Il y en a qui ont questionné ça. Regarde, ça a été le soumissionnaire, c'est ça. Mais s'il y avait eu une obligation par cette entreprise-là de livrer littéralement autant de valeur à des sous-contractants ou à l'écosystème local, là, tout d'un coup, ça devient comme un frein supplémentaire, disons, à soumissionner. Puis ça permet peut-être à des firmes québécoises de rivaliser parce qu'ils n'auront pas ce niveau additionnel-là de réinvestissement dans l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, tu as un bâton qu'on pourrait mettre justement pour faire en sorte que si on te donne un contrat, mais il faut que tu fasses ça en échange. Dans des solutions numériques, là, je pense qu'il y aurait moyen de pouvoir faire en sorte qu'on réussisse collectivement à avoir plus d'argent parce que c'est facile de délocaliser le soutien numérique, mais c'est sûr qu'une production de masques masques chirurgicaux pour le Québec, tu peux ramener ça ici, c'est facile. C'est facile de rentrer ça dans les cases pour 60%. Là. Mais c'est une idée qui est intéressante. Je ne sais pas si elle n'est pas déjà utilisée dans certains contrats à valider. C'est intéressant. Il y a toute la notion aussi de l'aspect plus environnemental d'une prise de décision. Absolument. Si finalement le fournisseur est local, c'est sûr que ton choix va être plus vert que si tu fais affaire finalement avec une entreprise européenne. Ça coûte moins d'impact, c'est ça. Oui, alors, on est un peu pris, entre guillemets. Évidemment, on a des règles de marché public, de contrat public qui sont compliquées, très, très contraignantes, et tout ça au nom de la transparence, l'équité, l'intégrité. C'est ça, là. Oui. C'est pour ça qu'on s'est doté de ce cadre-là, parce que quand il n'y en avait pas ou quand il était moins rigide, on a vu ce que ça pouvait donner.
Donc, on est peut-être... Ça a été l'ère commission Charbonneau. Là, on est tous en choc post-traumatique de cette affaire-là. Mais probablement que le pendule, là, est allé à une extrême, puis il faut tranquillement qu'ils reviennent au centre. Puis évidemment, on a les accords de commerce avec le Canada, évidemment l'Union européenne, les États-Unis. Donc, on peut s'en foutre complètement, mais on voit ce que ça donne quand quelqu'un décide de ne pas les suivre. Donc, je pense que le Canada, le Québec sont reconnus comme des juridictions où, justement, tu pouvais avoir confiance en tes partenaires. Donc, là aussi, on ne peut pas en faire fi complètement, mais il est où le point milieu là-dedans pour ne pas s'auto-flageller tout le temps et être toujours plus blanc que blanc? Parce que ça reste que l'exemple, tu as bien beau avoir un cadre réglementaire, une stratégie, puis tu as une ligne à suivre. Proof is in the pudding. Moi, j'ai hâte de voir si vraiment les organismes publics vont donner confiance vraiment à des entreprises québécoises qui ont des solutions technologiques à offrir et qui leur permettent d'obtenir un premier contrat. Parce que des exemples comme Ally Care, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une compagnie qui en ce moment est rendue à un certain volume de millions de dollars de transactions, mais son premier contrat, elle l'a obtenu avec l'Ontario. Créé au Québec, mais elle n'a jamais pu parler avec aucune personne du système de la santé. Puis personne ne lui aura donné confiance. Fait qu'elle est allée en Ontario, puis le processus réglementaire était plus facilitant. Fait que c'est des déceptions comme ça que beaucoup ont vécu dans le passé, puis que là, qui regardent, puis ils gardent ça, puis ils ont partagé ça à d'autres. Fait que tu sais, il y a comme un effet... pas générationnel, mais de plusieurs années à récupérer. Mais où on dit, c'est donc plate, je suis chez nous, puis je suis même pas capable de faire affaire chez nous. Puis le Journal de Montréal, le Journal de Québec, pour les nommer, je veux dire, ils ont récemment fait un palmarès de 40 entreprises. Puis 2-3 grands nombres, honnêtement, moi, je le dis personnellement, puis je le dis tout le temps, là, ça me gosse un peu tout le temps des gros noms, justement, juste pour aller chercher le gouvernement. Tout le monde essaie de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais c'était facile de dire, mais tu sais, son premier contrat est en Europe, son premier contrat est aux États-Unis. C'est facile de sortir ça. Mais combien de fois il y en a qui disent, le premier contrat est au Québec? On valorise les bonnes histoires plutôt que les histoires qui n'ont pas fonctionné. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire aussi. Ça pourrait faire l'objet d'un autre balado. Pour parler des bonnes histoires, mais on les connaît pas. On les connaît pas. Puis quand on en a une, puis qu'on appelle les médias pour en parler, ils couvrent pas. Bref, un autre sujet complètement. Mais je sens qu'il y a une volonté de votre bord. La stratégie gouvernementale est en place. C'est un outil pour... Puis on a donné des objectifs. On veut que les gens se parlent. Alors, moi, mon rôle, ça va être de dire, OK, combien il y en a eu de rencontres? Là? Puis puis de parler aux entrepreneurs. Puis avez-vous eu audience là, pour présenter vos projets? Mais c'est dans les deux sens aussi. Je pense qu'il faut que du côté des entrepreneurs, il ne faut pas avoir peur de cogner à la porte. Ça, je le dis régulièrement, effectivement. Il faut vraiment, aller parler au gouvernement, présenter votre solution, inscrivez-vous au registre de lobbyistes, puis déjà en partant, ça vous ouvre un chemin. Je vais donner un exemple parce que ça aussi, c'est un dossier qui relève de moi au niveau de la cybersécurité et du numérique. Oui. On a le nuage gouvernemental, mais on a aussi une plateforme où il y a des joueurs. Pour le nuage, justement, les solutions cloud qui étaient préapprouvées. Donc, le ministère de la cybersécurité du numérique fait un appel d'offres, a ses critères qui respectent là, ce qu'on veut en matière de cybersécurité et tout ça. Et après ça, les différents ministères et organismes viennent puiser dans la banque déjà préapprouvée de fournisseurs, de courtiers en info nuagique. C'est ça. C'est ce que je cherchais. Donc là, on a fait ça pour le courtier info nuagique, mais on va le faire pour des technologies, puis c'est en cours, je pense aussi, pour des technologies IA. Oui. Donc, un paquet d'entreprises au Québec qui en ont des. Le Conseil d'innovation, qui était une organisation qui était quand même financée par le gouvernement du Québec, le Conseil d'innovation avait mis en place une brigade d'IA avec cette volonté-là. Puis même, il y a des gens comme. Elle n'est plus là, mais il y a des gens qui ont tranché au gouvernement récemment, qui étaient dans ces milieux-là. Fait que moi, je le souhaite, que vous mettez de l'avant. C'est déjà en place. C'est déjà en cours, c'est ça. Et ça va donner des opportunités. C'est pour ça que. Puis là où je m'en allais avec ça, c'est qu'une entreprise d'IA, par exemple, qui a pris soin de rencontrer. La ministre ou qui a pris soin de rencontrer le sous-ministre ou des gens au ministère, comprend un peu où on s'en va et peut être à l'affût de ce qui s'en vient comme proposition, puis elle va soumissionner comme tout le monde. Mais ça aide à comprendre comment rentrer dans l'appareil gouvernemental. Parce que c'est sûr que c'est une grosse machine, il y a une façon de fonctionner, mais il ne faut pas se décourager. Il faut oser. Puis je pense que ceux qui ont osé cogner à la porte, ils sont bien servis.
Je vais aller dans une autre direction parce que le marché public, on pourrait en parler longtemps. Oui. Je pense que c'est votre sujet de prédilection aussi. Mais quand on parle de croissance aussi, le défi qu'on a au Québec, c'est de faire en sorte que les entreprises de plus de 100 millions restent au Québec. Et même, on parlait de culture de l'échec, mais également valoriser le fait qu'une sortie, on appelle un exit dans notre jargon, que ce soit une vente à l'étranger, un IPO, c'est également un succès. Dominique Gagnon, qui était sur notre panel, lui a fait son entreprise Connect & Go. Il a essayé de trouver des investisseurs québécois. Aucun n'a tendu la main. Puis même, tu l'as dit, il y a beaucoup d'argent, mais on est quand même frileux à prendre le risque. Quand on est rendu même à un certain seuil, à quasiment 100 millions de chiffre d'affaires, ben t'es pas encore assez gros pour que la caisse de dépôt embarque. Des fois, lui, t'es à 72, 82 millions. Fait qu'il n'était pas à 100 exactement. Est-ce que vous auriez des... Puis peut-être que c'est le ministre des Finances qui devrait répondre à cette question-là, mais des leviers pour dire, si tu as un caisse de dépôt, tu gères le montant des épargnants, oui, il y a déjà un montant, un pourcentage qui doit être investi dans les entreprises québécoises, mais il n'y en a pas assez, personnellement. Je pense qu'ils retournent dans les fonds de fonds, les fonds de capital de risque pour réinvestir. Y a-t-il des mesures, des incitatifs qui pourraient être mises en place dans votre programme ou au sein de votre parti pour faire en sorte que l'investissement aille quand même des entreprises québécoises, puis à la limite qu'on accepte des sorties? Ouais. C'est une grosse question. Ouais, c'est une grosse question. Puis là, évidemment, je ne pourrais pas aller dans le détail. On va laisser la campagne se dérouler. Mais je pense qu'Investissement Québec là, a été là dans beaucoup de deals, absolument. Beaucoup de deals. 94% des sommes investies, l'ont été dans des PME. Là, donc, je pense que ça a couvert large comme aide. Puis c'est sûr que aussi quand Investissement Québec embarque puis qu'il y a des contextes comme ceux-là de sortie ou de rachat de certains actionnaires, il y a toujours une clause Québec parce qu'on veut préserver garder le siège social. Un siège social ici, c'est des conseillers juridiques, comptables, de tout genre. Il y a un écosystème d'affaires. Il y a un écosystème d'affaires qui va avec ça. C'est des présidents, des CEO qui vont faire une campagne de levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. C'est beaucoup d'argent qui gravite autour de l'entreprise et qui est réinjecté dans la communauté. Fait que je pense que c'est essentiel. Mais on a parlé de célébrer le succès. Bien, justement, au Québec, quand tu as du succès, des fois, puis que tu as fait de l'argent, là, bien, ça, on n'en parle pas. Puis là, mais par contre, on va mettre ta maison dans le journal puis dire que c'est donc effrayant que tu réussisses à vendre à ce prix-là. Tu sais, à un moment donné... pour un petit pain, à un moment donné, ces gens-là, ils n'ont rien volé, là. Ouais. Hein? L'argent que tu gagnes en mettant ton cadran le matin, puis en prenant des risques, puis en ayant des employés à ta charge, qu'il faut que tu figures comment tu vas payer parce que ça va mal, puis tu es stressé. Hey, tu as pris des risques toute ta vie. Si tu gagnes, si tu réussis à vendre puis à faire des millions, là, ben good for you. Puis en plus, probablement que tu payes de l'impôt sur ta vente en partie. Donc, il y a 50% sur le taxe de capital. Ça dépend comment la transaction est structurée. Bon, on s'entend, mais généralement... Tu sais, je pense que c'est très louable. On devrait être heureux pour ces gens-là au lieu d'être jaloux, puis de critiquer, puis de mettre sur le journal leur maison, leurs souliers ou quoi que ce soit. Là. Absolument. Alors, moi, je pense qu'il y a ça. Là. Il y a une culture au Québec qui doit évoluer à cet égard. Pour les particuliers, est-ce que les régimes fiscaux devraient changer, selon vous? Est-ce que dans votre parti, votre programme, vous allez aller dans cette direction-là? Bien, je pense qu'on paye amplement d'impôts au Québec. On veut beaucoup de services. Je pense qu'il faut réaliser que c'est gratuit ou le gouvernement devrait s'en occuper. OK, fine, mais il y a quelqu'un qui paye pour ça. Là. Alors, c'est toujours le même contribuable qui paye. Et puis, ceux qui payent beaucoup d'impôts, ils en payent déjà pas mal, je pense. OK, parfait, super. Ça répond à cette question-là. Puis, dernière thématique, en fait, parce qu'on a abordé, dans le fond, les défis pour l'immigration, le démarrage, la croissance avec l'action marché public. Mais là, disons, parlons de l'écosystème de soutien, parce qu'il y en a un grand écosystème de soutien au Québec, notamment. Certains plaideront qui ont peut-être trop d'organisations qui offrent du soutien financier ou d'accompagnement. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Là. Je pense que tout accompagnement est bon tant aussi longtemps qu'on sent que les gens sont impliqués. Mais ça reste quand même on s'envisionne qu'une nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui va arriver avec un nouveau gouvernement également. Il y a des bonnes choses qui sont ressorties. Je vous ai montré tout à l'heure Accès, qui est l'espace où on enregistre et qui est un exemple. Le fonds Impulsion est émané de la SQRI, Accélis également.
un nouveau gouvernement, que ce soit le vôtre ou qu'un autre, est-ce qu'il va comme littéralement mettre ça à côté ou devrait maintenir ce qui a été bien fait, regarder ce qui est peut-être moins bien fait, puis revoir même l'accompagnement pour les entrepreneurs? Est-ce que vous avez une position là-dessus? Je pense que... Peut-être que je suis biaisé déjà, mais... Comment tu le présentes, je pense que c'est très bien. C'est que ce soit en économie, que ce soit en habitation, que ce soit au niveau de différents groupes communautaires, il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui font une super job, qui répondent encore aux besoins de nos entreprises ou de nos citoyens. Parfait. Ça, c'est nos bons joueurs. Alors, ça va bien, continuons. Mais je pense qu'il est toujours sain de revoir l'écosystème puis de se dire, OK, est-ce que tous mes joueurs répondent encore à un besoin qui est criant aujourd'hui ou les choses ayant évolué, ce joueur-là, c'est peut-être plus dans mon trio numéro 1. Puis c'est du bon monde, mais voyons... comment ça peut évoluer différemment? Tu mentionnes qu'il y a une volonté d'avoir d'autres filières que la filière batterie. On a mis énormément d'argent dans les zones d'innovation. Dans le fond, il faudrait se dire, est-ce que c'est encore le bon véhicule? Puis moi, honnêtement, au Quantique, on a une des meilleurs écosystèmes pour ça. Mais après la VTE, est-ce que d'autres acteurs de zones d'innovation qui auraient dû émaner? J'ai également cette réflexion-là. Je ne sais pas si vous, c'est table rase ou encore une fois... je pense pas. Dans notre cas, ça ne sera pas table rase. Mais je pense que nous, on va avoir un souci de mutualiser, regrouper, garder les joueurs, s'assurer que les joueurs qu'on a soient solides. Parce que quand on s'éparpille trop, bien là, tu fragmentes l'aide, puis finalement, peut-être qu'on a des organismes qui sont toujours un peu en mode survie, et qui vont avoir de la misère à accompagner les gens parce qu'ils essaient de survivre eux-mêmes. Alors, je pense que c'est plutôt de faire en sorte de concentrer, de mutualiser là où c'est requis pour s'assurer de répondre aux besoins. C'est pas parce que tu existes depuis 40 ans que tu es encore... pertinent. Bien, peut-être tu es pertinent, mais posons-nous la question. C'est ça que je veux dire. Puis moi, c'était une réflexion qui avait été dans la dernière année, puis j'ai été contributeur de ça. La question, c'est est-ce que le financement gouvernemental devrait être plutôt juste une rampe de lancement pour des organismes, puis éventuellement, il devrait être pérenne, sans financement, c'est-à-dire avoir un modèle d'affaires rentable, ou continuer continuellement à bénéficier de subventions? C'est parce que il faut... Je reviens, c'est toujours la même personne qui paye. Hein? C'est toujours le même contribuable qui paye, ultimement. Donc, si on multiplie les organismes qui ne vivent que de subventions puis qui ne développent pas un modèle d'affaires viable, bien... La subvention, elle, OK, bien, je ne la donne pas à l'éducation, je ne la donne pas à la santé, je ne la donne pas à l'habitation. Alors, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis, en tout cas, sous notre gouvernement, là, dans un prochain mandat, on va encore mettre l'emphase sur ça, c'est les missions essentielles de l'État. L'État devrait être là où personne d'autre ira, ou venir prendre un risque ou de démarrage, que ce soit pour une entreprise ou quand je regarde les terrains d'Esso qu'on a achetés dans l'est de la ville, bon, personne sur le plan immobilier voulait s'embarquer dans cette affaire-là, mais une fois qu'on va donner l'impulsion, bien, les entreprises vont finir par venir là, quand ça sera décontaminé. Je pense que ça, c'est un bon move, mais c'est un exemple d'endroit où c'est rien fait pendant 20 ans et là, on va donner une impulsion. Donc, mais il faut en ressortir. Après, on n'est pas dans le business de faire du développement immobilier. Donc, même chose pour les entreprises. On n'est pas dans la business de les exploiter à plus long terme. Il y a beaucoup de joueurs, puis encore là, il faut faire des choix. Si on choisit d'être là, bien, après ça, quand on nous parle de soins de santé... C'est le même dollar, tu sais. C'est le même contribuable, puis c'est le même dollar. C'est ça. Moi, ce que j'espère, parce que là, on est en mode préélectoral, puis même à la date de parution de cette vidéo, ça sera encore en mode préélectoral, ou en tout cas pas loin de déclenchement des élections. En bonne semaine. J'espère, honnêtement, puis j'en parlais avec mon ami Jeff Harvey, avec lequel j'ai une vidéo qui a été publiée déjà à ce moment-là, à date de parution, qu'il va y avoir clairement des plans économiques, pas juste en ce qu'on va balancer le budget, mais vraiment comment créer de la croissance économique, ou minimalement, s'assurer que il y a comme on veut plein d'affaires payées par le gouvernement, mais est où l'argent pour payer tout ça? Moi, c'est ce que j'espère. J'espère de vous également, vous allez avoir quelque chose dans cette manière-là. Puis honnêtement, les actifs intangibles qu'on a ici au Québec, toutes les compagnies tech numériques qu'on a, il y a une valeur inexploitée là-dedans. On peut parler même de propriété intellectuelle qui n'est pas utilisée à sa bonne manière.
J'ai hâte de voir ça dans votre plan. Est-ce qu'il y avait peut-être un dernier mot? Comme je dis, moi, c'est le fun parce que France-Hélène me dit que j'avais pas de papier. Elle a des papiers devant elle. Mais tu n'as pas trop référé. Non, t'es non, très bonne. C'était juste le nom du fond. Exactement. Toutefois, moi, j'aborde les 4 blocs. Vous avez peut-être vu les autres vidéos de façon très succincte. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais terminer sur lequel peut-être j'ai pas abordé ou pas assez abordé? Je pense qu'on a tout couvert. Je réitère que l'incertitude économique, c'est l'ennemi de l'investissement. Donc, moi, je réitère que ça prend une certitude sur le plan politique. Et gouvernemental, un autre 4 ans de la CAQ. Un autre 4 ans de la CAQ, ça, c'est bon. Non, mais la question de la souveraineté, là, il y en a eu 2 référendums. Un 3e, c'est suicidaire tant qu'à moi. Donc, ça, c'est de l'incertitude économique et on n'a absolument pas besoin de ça dans le contexte qu'on vit actuellement avec les États-Unis. Puis, tu l'as dit, de la richesse économique, c'est ce qui permet de payer les programmes sociaux. Tout le monde lève la main pour des programmes sociaux, puis de la gratuité, puis plus de services. Ça prend une économie qui est forte et résiliente pour payer ça. Alors, donnons-nous la chance d'avoir ce contexte-là économique qui peut être fort parce qu'on a de la stabilité sur le plan politique, fiscal et législatif et réglementaire. Génial. Merci beaucoup, France-Hélène. Ça me fait plaisir. Merci encore tout le monde d'avoir écouté ça. Puis, regardez les autres vidéos des autres parties pour vous faire une table. Merci encore. Vous pouvez regarder celui-là. Oui, bien sûr. Mais là, si vous êtes rendu à la fin, vous avez tout écouté déjà. Merci, France-Hélène. À bientôt. Merci.